Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Le débat a déjà commencé. Il va être animé, je vous le promets, entre 11h et midi. 0826 300 300 pour réagir. Je vous rappelle qu'à midi, entre midi et 14h, émission spéciale animée par André Berkoff et Didier Maïsto pour revenir sur l'arrestation, entre autres, du journaliste Gaspard Glantz et puis sur les violences policières. Ce sera entre midi et 14h. Nous, on va en parler de Gaspard Glantz arrêté pour un doigt d'honneur. Nathalie Loiseau sur une liste d'extrême droite, une erreur de jeunesse. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis travailler davantage pour compenser les baisses d'impôts. Oui, mais comment? Est-ce qu'il faut supprimer un jour férié? On attend vos réactions, vos coups de gueule, vos coups de cœur. On va faire un petit tour de table. On va commencer avec Alexis Poulain. Je suis très en forme. Ouais, alors je ne vous ai pas présenté Sandra Rogol, porte-parole Europe Écologie Les Verts, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, et Jacques Miard, maire Les Républicains de Maison-Lafitte. Bonjour à tous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexis, je vous ai donné la parole en premier. Un coup de cœur et un coup de gueule, parce que ça m'a bien fait rire quand même, c'est le bidonnage du bain de foule d'Emmanuel Macron par CNews. Impressionnant. Qui a sorti donc, le président qui revenait du tennis en ce lundi de Pâques 2020. Or, il y avait Benalla sur les images. Donc, c'était la résurrection, Benalla ressuscité par CNews. Alors, deux théories. Soit vraiment, à la rédaction, ils n'étaient pas réveillés. Et ils ont dit, écoute, tu te démerdes, tu prends les archives, tu vas vite. Soit un des soutiers qui faisait le montage s'est dit, tiens, je vais me marrer, je vais voir s'il voit que j'ai rajouté Benalla. Et s'il laisse passer ça à l'antenne ou pas. En tout cas, je pencherais plutôt pour le... Salut à vous CNews, c'était un beau moment de rigolade. Maintenant, il faut arrêter de donner des leçons de journalisme. Mais du coup, il a eu lieu ce bain de foule ou pas? Bah non, s'il a eu lieu, c'était sous haute surveillance. Si, il y a eu bain de foule. Si, on l'a vu sortir avec sa chemise en col Mao. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe. Ça, c'était la veille, voilà. Ou pas, mais en tout cas, on l'a vu dans les rues du Touquet. En col Mao, j'avais noté aussi. J'ai bien col Mao. Moi, je plaide pour une erreur technique. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et le soutien encarté CGT qui rigole, la SNJ CGT CGT ou autre. Non, mais je dis ça pour rigoler. En tout cas, voilà. C'est quand même. On va parler de journalisme après, mais. Oui. Alors, Sandra, vous, c'est un coup de cœur, toujours dans votre couloir de nage, l'écologie. En fait, l'actualité fait que à chaque fois que je viens, il y a un beau coup de cœur à faire. Cette fois-ci, c'est la semaine dernière, l'action sur la République des pollueurs, menée par plusieurs mouvements environnementalistes qui voulaient montrer en action, en envahissant des bâtiments, donc ils l'ont fait à 2000 personnes de façon très coordonnée, les liens qu'il y avait entre finances, État français et les gens qui polluent et qu'on laisse polluer. Donc ils ont envahi le siège de Total à la Défense, celui de la Société Générale, grosse financeur des industries fossiles, et puis aussi celui d'EDF, parce qu'en fait, ça n'avance pas assez de ce côté-là. Et quand 2000 personnes chantent aux forces de l'ordre, soyez sympas avec nous, on fait ça pour votre avenir, c'est quand même une très très belle action et ça méritait d'être souligné. Et puis les féliciter, parce que c'était pas une petite organisation de former 2000 personnes à la mobilisation non violente. Alors, moi j'avais une question à vous poser, j'arrive pas à me souvenir du tweet que j'ai vu ce matin, parce qu'on en voit tellement passer, quelqu'un qui disait, quand on manifeste pour le climat, il y a 100 000, 80 000 personnes dans la rue, les gilets jaunes, 10 000 personnes. Comment vous réagissez à ça, le fait qu'il n'y ait pas la même couverture médiatique, le même engagement Parce qu'on a un effet pervers, que ce soit au niveau politique ou médiatique par ailleurs, puisqu'il y a eu des réactions au mouvement des Gilets jaunes, non pas au début, quand c'était très très pacifiste et autour des ronds-points, mais quand ça a commencé à flamber, particulièrement à Paris, c'est là qu'Emmanuel Macron a commencé à considérer ces mobilisations et les écologistes, les environnementalistes cherchent à se mobiliser de façon non violente pour montrer qu'on peut être très nombreux sans qu'il y ait de soucis, sans que ce soit en opposition aux Gilets jaunes par ailleurs, puisque les convergences sont travaillées depuis très très longtemps, malgré tout ce qui peut être dit sur les raisons qui poussaient les Gilets jaunes, à se mobiliser au tout début. Donc, voilà. C'est ce qui explique un petit peu la différence qu'il peut y avoir dans
dans la façon dont les choses sont rapportées. Je vais, avant de vous donner la parole, parce que moi, c'est un petit peu dans un esprit écologiste aussi, en tout cas défense des animaux, c'est une association qui dénonce des faits de maltraitance dont seraient victimes les cétacés du Marineland d'Antibes. Et c'est vrai que ce Marineland est en train de réouvrir. On voit que les animaux sont traumatisés, sont mal. Et c'est l'association Cétacés. Voilà, c'est peut-être anecdotique dans ce qui fait l'actualité, mais pardon. À quoi on voit qu'un cétacé est par mal exemple, il n'y a plus de puis dents sur les orques qui se frottent les dents contre les parois, donc qui sont totalement édentés, sur des intestins qui sont vrillés. Enfin, il y a plusieurs signes physiques qui montrent que donc ce serait pour l'interdiction. Pourtant, ils ont de l'espace. Vous avez vu la taille d'un cétacé? Vous avez vu la taille des aquariums dans lesquels on les garde? Pour rien vous cacher, je suis allé une fois, il y a très longtemps déjà. Et il y a une certaine... il y a de l'espace. Ils ne sont pas dans un aquarium. En fait, il y a des lois internationales pour donner aux animaux à peu près l'espace dans lequel ils vivent dans la réalité. Et les cétacés, en fait, ils vivent sur des dizaines, des centaines plutôt de kilomètres. Non, mais ça, je ne le nie pas. Mais le jour où on fera des bassins qui feront plusieurs centaines de kilomètres. Non, mais d'une manière générale, c'était d'interdire un petit peu tout ce qui exploite les animaux vivants. Bon, on va passer au coup de gueule d'Éric Vérac. Un coup de cœur. Ah bon? C'est un coup de cœur. Pardon. Je ne suis pas du genre à pousser Non, des c'est vrai que vous êtes plutôt positif. Et donc, moi, je voulais adresser un coup de cœur à la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, qui a sorti un tweet ce week-end pour dénoncer le recours à des mots blessants dans le débat public. Car on a entendu débile profond, Triso, je crois qu'il y a eu une affaire dont Marlène Schiappa a été victime sur le point G. Non, c'est pas Marlène Schiappa, c'est Sonia Gali. Sonia Gali. Samia Gali. Pour une fois que c'était pas Marlène Schiappa. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnalités publiques en responsabilité qui fassent par les temps qui courent un rappel au besoin de se respecter et de dédramatiser et de déshystériser le débat public, parce que on atteint des pics de violence de part et d'autre. Et de ce point de vue, je renvoie dos à dos et le pouvoir en place et ses opposants qui sont dans une espèce de haine, de clivage permanent à couteau tiré, de mépris, de stigmatisation réciproque. Moi, je suis un peu inquiet de voir ça et je trouve bien qu'il y ait encore des voix libres et de bonne volonté qui disent: écoutez, montrons-nous à la hauteur de nos responsabilités et revenons à de justes proportions dans les échanges d'idées. Un mot, c'est également ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement hier. Quand on rentre de l'étranger, on est frappé de la violence des polémiques, de la bassesse des insultes. On ne peut pas vivre dans une atmosphère de guerre civile froide. Ce n'est pas digne d'un pays comme la France. Je trouve cette phrase tout à fait juste. Et bien sûr qu'il a raison. C'est la raison pour laquelle je pousse un coup de gueule sur l'ignominie qui a été adressée aux policiers. Suicidez-vous. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame. Parce qu'effectivement, les gens qui sont venus manifester contre Total, EDF, peu importe, même si je ne vais pas leur donner raison sur tout, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont adressés aux policiers en disant: on travaille pour vous. Et ils donc, se sont fait gazer à bout portant juste après au lacrymo. Le problème, ça, c'est autre chose. Il n'en demeure pas moins que attaquer un service public et la police nationale en ces termes, ce n'est pas acceptable. Parce que derrière ces hommes, il y a un service public. Et le service public, les hommes, c'est un terme générique. Hommes et femmes, peu importe. Il est clair qu'en ce qui concerne... Mais c'est pas la peine de sauter sur votre chaise de cette manière, ça sert à rien. Bon, donc, il est clair que de ce côté-là, quand on s'attaque de cette manière à des policiers, on attaque un service public de la nation. Ce n'est pas acceptable. Alors, certains disent c'est une infime minorité. J'espère bien. Si on peut rebondir sur ce que dit Jacques Millard. Moi, évidemment, personne ne peut justifier, défendre, légitimer le fait qu'on dise à quelqu'un d'autre: suicidez-vous. Enfin, je pense qu'il faut éviter de regarder le doigt quand c'est la lune qu'il faut regarder. On a quand même un sujet. C'est qu'il y a 100 000 policiers en France à peu près. Il y a eu 26 suicides en 3 mois. 28. Le sujet, c'est pas qu'on dise aux policiers suicidez-vous. Le sujet, c'est que les policiers se suicident. Sur le mal-être. Le ministre de l'Intérieur peut se féliciter d'avoir des syndicats lèche-cul qui, au lieu de dire il est inacceptable que notre employeur protège nos salariés, disent c'est les méchants gilets jaunes qui font ça. Vous êtes bien gentil, cher ami. Aucun employeur privé ne pourrait
comptabiliser 28 suicides en 3 mois dans son entreprise sans être directement J'entends bien, mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins qu'attaquer ainsi les policiers, ce n'est pas acceptable. Et donc là, vous êtes en train de faire, je dirais, une sorte de manipulation dialectique. Je suis employeur, mais non, mais d'accord, mais vous n'avez pas 100 000 personnes sous vos ordres. Donc c'est ça le problème. D'autre part, vous savez très bien que c'est un milieu dans lequel il y a des armes. Et donc ça favorise parfois le passage à l'acte parce qu'ils ont des armes de service. Mais il n'en demeure pas moins que adresser... Non, ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas acceptable ce que vous dites. Et donc vous devez véritablement vous solidariser sur cette condamnation. Mais je m'en solidarise. Oui. Alors arrêtez de vous prendre les pieds dans le tapis. Alexis Poulain. On parlait d'hystérisation du débat. Ça, c'est un exemple classique. C'est-à-dire que toutes les rédactions prennent ce moment de la manifestation pour en faire le monter en épingle et en parler toute la journée, en disant regardez, voilà ce que c'est. Ça va. Mais c'est grave quand même, non ? Du même bois. Non. Oui, c'est grave, mais ça va du même bois qu'ils sont antisémites, etc. C'est un petit groupe. C'est un épiphénomène. Ça avait été le cas avec Monsieur Finkielkraut. Pareil. On ne parle que de ça. Est-ce que c'est acceptable ? Non, ça va pas au-delà. Est-ce que c'est acceptable que des fonctionnaires de police insultent des manifestants, les frappent de manière gratuite, les embarquent sans aucune cause et qu'on voit en fait mois après mois, semaine après semaine, des violences policières qui ne sont pas reprises en cause? Est-ce que c'est acceptable que des préfets fassent des dérives de maintien de l'ordre avec des voltigeurs, des escadrilles volantes, où on voit des charges qui n'ont pas lieu d'être, où on voit en fait simplement la volonté de pourrir des situations et d'empêcher les manifestations? Est-ce que ça c'est acceptable? Non, ça c'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir effectivement depuis 5 mois des manifestations de cet ordre, avec parfois des violences qui peuvent justifier d'autres contre-coups. Mais il n'en demeure pas moins, quand il n'y a pas de réponse politique à un mouvement de fond, eh bien là, il y a un problème, je vous l'accorde. Et donc moi, je ne comprends pas les policiers qui continuent de faire leur boulot. Non, mais attendez, franchement, chapeau à eux. Moi, j'aurais posé la matraque depuis longtemps. Je réclame depuis le début des élections générales, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je suis bien d'accord, on ne peut pas continuer comme ça. C'est catastrophique. Sandra Rogol. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les policiers, ils ont manifesté vendredi matin dernier, justement pour expliquer que les suicides, c'était pas que des histoires personnelles, mais qu'il y avait un vrai souci dans leur fonction. Dans leur management. Il y a un problème de management à la police nationale. Ils ont exactement expliqué ça, qu'il y avait un problème de verticalité du management. Probablement responsable de ces suicides. Qu'il y avait un souci aussi dans la façon dont on donnait des ordres en plus haut lieu, qu'ils étaient sous pression depuis plus de 5 ans, et que là, c'était pas quelque chose... 5 ans. Et que ça, parce que c'est pas neuf, il y a eu la loi travail avant, ça gonfle depuis 15 ans. En fait, il y a l'état d'urgence permanent depuis 5 ans. Il y a en plus le fait qu'il n'y ait plus de week-end, plus de temps de repos, qu'ils enchaînent 8-8, etc. Les femmes de policiers, enfin les femmes de force de l'ordre, pardon, parce qu'il n'y a pas que les policiers, sont très mobilisées depuis plusieurs mois pour raconter tout ça. Elles ont déjà hurlé quand le gouvernement leur a versé des primes exceptionnelles en décembre en disant « Vous voulez mettre la tête de nos conjoints à prix » en disant « En gros, vous avez bien tapé sur les manifestants, maintenant on a une prime pour ça, et ça, c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est une revalorisation. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que d'un côté, on a des forces de l'ordre qui ne sont pas valorisées dans leur métier, puisque leur métier se limite aujourd'hui à de la répression la plus violente possible, que de l'autre, on a des gilets jaunes qui n'en peuvent plus d'avoir une société qui exerce sur une grande violence, et que les uns comme les autres partagent tellement de combats communs qu'on a vu énormément de forces de l'ordre porter le gilet jaune en dehors de leurs heures de service. Et j'ai assisté personnellement au moment où la responsable de communication de la préfecture enguirlandait un gendarme qui portait le gilet jaune sur un plateau télé en off, parce qu'elle estimait que c'était indigne de sa fonction. La personne qu'il est toujours, a le droit de faire ce qu'il veut en dehors de ses heures de service, et quand il ne porte pas son uniforme. Tout ça pour dire qu'on oppose très facilement ce que vous êtes en train de dénoncer, ça je serais assez d'accord avec vous, c'est effectivement l'absence de réponse politique à un mouvement structurel, de fond. Et ça, véritablement, effectivement, ça ne passe pas ni par une opération de police, ni par des manifestants qui cassent parfois tout. Et vous pensez, on va marquer une pause, mais vous répondrez à la question après, vous pensez que ce que va déclarer Emmanuel Macron jeudi est de nature à apaiser les choses? Je ne sais pas. On y revient dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite.
Le débat continue avec vous, 0826 300 300. Donc nous évoquions le malaise dans la police. Parlons de Gaspard Glanz, donc ce journaliste arrêté ce week-end en garde à vue pendant pratiquement 48 heures, si je ne dis pas de bêtises. Il a été convoqué devant le tribunal de Paris et il sera donc jugé le 18 octobre prochain pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. D'ici la date de son procès, il n'a pas le droit de manifester à Paris les samedis, donc que ce soit le 1er mai, etc. Il n'aura pas le droit pendant 6 mois de couvrir les manifestations. Donc il y a tout un débat autour de... Donc, je répète encore une fois qu'André Berkoff, Didier Maistre vont y revenir à partir de midi. Il y a un problème aujourd'hui. Alors peut-être non, Éric Vera qui nous disait qu'il était dans les manifs ce week-end. Assister à la manifestation de samedi, puisqu'elle avait le mauvais goût de se passer près de chez moi, dans l'Est parisien, puisque maintenant le préfet de police a décidé que les manifestations n'auraient plus lieu dans l'Ouest parisien, mais dans l'Est, qui était jusque-là épargné. Donc c'est pour ça que vous avez pu aller dans les manifs. C'est parce qu'il te visait. Et voilà. donc, parce qu'il te visait. Donc qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai fait des directs sur Facebook en plus. Autour de la place de la République. Alors moi, j'ai été frappé de voir l'état d'hystérisation de tout le monde dans cette affaire, notamment des incendies de rue, des feux de poubelle, etc., qui prenaient un peu d'ampleur avec des forces de l'ordre qui étaient vraiment très musclées dans un quartier très populaire, très fréquenté le samedi par des gens qui sont complètement extérieurs aux Gilets jaunes. Donc je pense qu'il y a un risque de sécurité collective lorsqu'il y a des interventions comme ça, coup de poing qui se font. Et par ailleurs, moi, j'étais dans une queue de cortège Gilets jaunes où j'ai été frappé de fait par la violence des Gilets jaunes. C'est-à-dire, moi, vous savez, je n'ai pas de position particulièrement anti-Gilets jaunes et j'écris régulièrement des papiers qui sont plutôt favorables aux Gilets jaunes. J'ai failli, un des Gilets jaunes avec qui je faisais un direct, a essayé de me faire un croc en jambe dans le dos pour que je tombe en arrière, sans raison. Il avait des lunettes noires et manifestement, les gens qui étaient là, que j'ai vus, moi je ne dis pas que tous les manifestants étaient comme ça. Moi ce que j'ai vu en effet des gilets jaunes qui étaient manifestement très violents. J'ai été ensuite encerclé par des gens menaçants. Parce que vous filmiez ? Parce que je filmais, parce que je disais, bon ben voilà ce que je vois, etc. Et si vous voulez, je créez pas spécialement de troubles à l'ordre public. J'ai senti que dans la manifestation, dans le groupe où j'étais par hasard, les gens qui étaient là n'étaient certainement pas là pour défendre ni la liberté de la presse ni la démocratie. Et pour casser. Ils étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre et qu'on était dans une situation d'affrontement. Pour le reste, j'ai un peu suivi les manifestations. J'ai vu en effet des forces de police qui souvent étaient plutôt complaisantes avec le public bon enfant, j'allais dire comme moi, plutôt des bons professionnels, mais en effet de temps à autre des charges extrêmement violentes au cœur de la foule, notamment pour procéder à des arrestations ciblées, et une logique, une stratégie policière qui consistait à transformer la place de la République en as. Alors la stratégie, elle est assez carrée. On transforme la place de la République en as, on ferme tous les accès sauf le métro, et on bombarde de gaz lacrymogène jusqu'à ce que les gens se dispersent. Et donc, forcément, avec des rondes d'une cinquantaine de motards qui tournent autour de la place. À 2 motards, donc un prêt à taper et pendant que l'autre conduit. Et donc, c'est vrai, si vous voulez, que tout ça donne le sentiment d'une stratégie de la violence. Mais les manifestants portent leurs responsabilités. Je pense que ceux qui venaient samedi venaient là pour en découdre très souvent, et avec assez peu de souffle politique. Et moi, j'ai entendu les commentaires dans la foule lorsqu'on assistait à des charges de police. Il y a une haine de la police, une haine contre la police parmi les manifestants, qui est la vieille haine que j'allais dire anarcho-syndicaliste, qui est revenue, qui a repris le pouvoir chez les Gilets jaunes, à mon avis. Et il y a en même temps une stratégie violente de répression du mouvement qui vise forcément, d'une façon ou d'une autre, à cliver et à créer des antagonismes. Alors là-dessus, la question, c'est comment on en sort. Parce que je pense que pour le coup, le préfet de police a trouvé la parade pour empêcher les Black Blocs d'infiltrer les manifestations. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y avait pas 9000 personnes, il y en avait, à mon avis, au moins 30 000. Là, dans tout ce que j'ai vu dans Paris, des visus, et vu la masse, il y avait au moins 30 000 personnes. Et certainement pas 9 000. J'ai vu de la place de la République remplie par 9 000 personnes. C'est beaucoup moins de monde que ce qu'il y avait samedi, 9 000 personnes. Ce qui prouve bien qu'en réalité, c'est plus une réponse policière qu'il faut apporter à ce mouvement. C'est une réponse politique.
Et donc, bien évidemment, parce que dans ce que vous décrivez, on voit très bien qu'il y a la volonté de casser, donc on est dans un phénomène d'émeute. Donc c'est pas acceptable. Bon, on peut pas dire que le gouvernement ne peut pas faire. Je dirais qu'il y a des groupuscules qui viennent avec la volonté d'émeute. Donc ça, on ne peut pas l'approuver et le gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas le tolérer. Mais s'il n'y a pas une réponse politique à ce qui est le fond de ce mouvement qui dure depuis maintenant 5 mois, mais qui a des causes antérieures, parce qu'à chaque fois, je le cite, lorsqu'on regarde toutes les études qui ont été faites par le CEVIPOF, il y a 10-15 ans, vous avez déjà le même rejet de la classe politique, rejet des journalistes, rejet de la démocratie. Et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, ça a éclaté maintenant. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve. Vous aurez la parole, Alexis Poulain, Sandra Rogol, et puis on aura Manuel et Cathy en ligne avec nous. À tout de suite. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On revient sur ce qui s'est passé samedi, l'arrestation du journaliste Gaspard Glantz, arrêté pour un doigt d'honneur. Est-ce que vous êtes choqués? On parlait des violences policières et des violences contre les policiers également. On a Cathy de Auch en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Cathy? J'espère que je ne serai pas coupée. Donc, pourquoi vous seriez coupée? Parce que, voilà. Donc, déjà, le doigt d'honneur, d'accord, il ne devait pas le faire, mais c'est vrai que quand on voit qu'ils sont tabassés, tapés, moi, je suis dans le Gers, je vais à Tarbes et tout ça, tout se passe bien. Les policiers, il n'y a pas de souci, mais quand on voit, j'ai été à Toulouse une fois, quand on voit vraiment qu'ils sont prêts à taper, et puis vous arrivez, vous êtes gazés de suite, alors que vous n'avez rien fait, vraiment, c'est inadmissible. Et par contre, je voulais répondre, ce matin, il y avait Jean-Jacques Bourdin là qui parlait, et il y a un monsieur, il y a un monsieur qui parlait que pour le jour férié pour les vieux, il a bien dit, qu'on n'était pas solidaires. Alors moi, je voulais dire que j'ai mon père à la maison, et que j'ai 57 ans et je ne serais pas forcée d'aller manifester, mais si j'y vais, parce que, au contraire, je suis solidaire. D'accord. Solidaire avec tout le monde. Et là, il faut vraiment qu'il réponde, le président, parce qu'il y a vraiment marre. Nous, on s'amuse pas tous les samedis à aller manifester. Hein. C'est pas pour s'amuser. On en a marre. Ben oui, mais on l'entend et on l'entend bien, on l'entend. Sandra Rogol. On l'entend, Cathy, et c'est un vrai souci que rencontrent beaucoup trop de Françaises et de Français, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les aidants familiaux, et on se retrouve souvent dans des situations dramatiques. On va en parler tout à l'heure justement de la solidarité envers les personnes âgées. Elle a un petit peu tout mélangé, Cathy, mais oui, elle a tout mélangé, mais c'est le quotidien, mais ça va avec. Vous avez beaucoup d'aidants, beaucoup d'élèves infirmières, infirmiers qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Et qu'est-ce qu'on va attendre comme réponse? C'est il faut travailler plus, vous savez, parce qu'on va baisser les impôts. C'est n'importe quoi. Enfin, on est dans un délire. Pourquoi on arrête les journalistes? C'est simplement parce qu'on ne veut pas montrer qu'il y a 30 000 personnes. On ne veut pas montrer le nombre. Quand vous avez le chiffre qui sort du ministère de l'Intérieur, tout le monde rigole, parce que c'est devenu tellement ridicule qu'on est obligé de rigoler. Mais tout est devenu absolument ridicule. Alors, on pourrait en rire s'il n'y avait pas autant de blessés, s'il n'y avait pas des morts, autant de mutilations. Là, c'est tragique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui est complètement hors sol, qui ne sait pas quoi faire de cette crise. Le grand débat, c'était maintenant on a débattu, maintenant taisez-vous, le président, il va parler, il va dire des choses, et voilà. Mais finalement, les gens s'en fichent de ce qu'il va dire. Je crois qu'on est passé à autre chose. Il n'a aucune marge de manœuvre. Non, c'est ça. Et puis surtout, ce mépris et cette réponse par la violence policière, cette volonté de ne pas répondre à la crise politique, par les idées, elle est il y a une crise des gilets jaunes, il y a une crise de la police. Mais la police, c'est simple. Il y a une crise économique. Non, mais la police, par principe, elle est là pour... Non, à un moment, elle dit, elle est là pour défendre la République. Elle n'est pas là pour défendre une clique qui fait n'importe quoi. À un moment, la police, elle pose le casque, elle se pose le bouclier, elle va voir Christophe Castaner, elle fait, tiens, tu veux y aller, vas-y. Et puis, il y a d'autres façons de maintenir l'ordre aussi. En fait, la doctrine du maintien de l'ordre en France, elle est très très vieille. Elle remonte sur des logiques du fin 19, début 20e siècle, qui consiste à penser que dans une foule, tout le monde réagit de la même façon. D'où ce que vous racontiez tout à l'heure, la NAS, où on prend des gens qui passaient juste là, des gens qui n'étaient pas du tout violents, mais du coup se sentent enfermés et réagissent de façon violente, et se solidarisent. À la NAS, tout le monde est pris dedans. Mais ça n'existe pas. Violent dans une NAS, faut pas. Mais non, mais on est coincé, après c'est le problème. En fait, si je peux juste finir ma phrase, et après je vous laisse y aller.
Mais le LBD, vous le prenez même si vous faites rien. Et donc, dans l'ENA, vous n'y allez pas. Enfin, certains disent ça, disent vous allez aujourd'hui. Non, mais certains disent quand vous allez manifester aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer aujourd'hui. C'est une volonté d'interdire les manifestations. Et c'est pas normal que quand on aille manifester, on y aille en se disant je vais me faire nasser, je vais prendre des lacrymos, j'ai un risque de perdre un membre. Ce n'est pas normal. On est dans une démocratie. Et la logique de la désescalade. Vous m'avez jamais laissé finir. Mais non, mais là vous avez parlé longtemps. Jacques Mire n'a pas fini. Mais Jacques Mire, il parle sans arrêt depuis longtemps. J'essaie juste de finir une phrase, de vous expliquer comment ça se passe ailleurs en Europe. Et ailleurs en Europe, je vous serais gré de ne pas me donner de leçons. Merci beaucoup, monsieur Mire. Et par ailleurs... Allez-y, terminez, Sandra. En revanche. Et ailleurs, on applique ce qu'on appelle la désescalade de la violence. C'est-à-dire qu'au lieu de nasser les personnes, on aménage des axes de sortie qui sont donnés par des panneaux lumineux et qui sont donnés... Mais c'est de la théorie, Sandra. Je veux dire, chaque manif est différente, chaque mouvement est différent. En Allemagne, il y a des manifs de néo-nazis contre des antifascistes. Il y en a 2 à 3 par an. Elles sont extrêmement violentes et ils se tapent sur la gueule entre eux. Il n'y a rien qui est cassé autour. C'est la même chose en Angleterre avec les hooligans. Donc si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Premièrement, ne dites pas que... La parole est à Jacques Mire. Et les Suisses, Madame, s'il vous plaît. Ils manifestent pas. Ne dites pas que véritablement la police aujourd'hui est véritablement en pratique un maintien de l'ordre qui remonte au 19e siècle. Ce n'est pas le vrai. Il y a eu de très nombreuses manifestations dans lesquelles, heureusement, il n'y a jamais eu de mort en France de ce côté-là. Il ne faut quand même pas, je dirais, traverser la réalité. Alors qu'il y ait aujourd'hui une volonté, vous permettez ? Qu'il y ait aujourd'hui véritablement la volonté de prendre dans la nasse, qui est incroyable, c'est votre attitude, madame. Ça, c'est incroyable. Bon, donc il est clair qu'aujourd'hui, qu'il y ait la volonté face à ce qui est une véritable émeute, ce qu'il y ait véritablement émeute. Respectez ce que vous dénoncez. On vous a laissé parler, vous ne parlez pas. Et aujourd'hui, véritablement, il y a la volonté face à des émeutiers de casser ce système, je suis d'accord. C'est-à-dire d'empêcher véritablement que les émeutiers prennent le dessus. Donc on peut le regretter, mais je le redis, le problème c'est une réponse politique et elle n'est plus policière. Oui, Manuel est en ligne avec nous. Manuel, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci à Sud Radio de me donner la parole, le seul média dans ce pays qui donne la parole au peuple. Merci beaucoup, Manuel. Et du coup, on apprend pas mal de vérités. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde s'offusque des propos des gilets jaunes envers la police, mais personne ne s'offusque des propos tenus par les jeunes de banlieue qui les traitent de fils de pute, qui les caillassent et tout ça. Là, on ne dit rien, vous comprenez? Moi, je vais vous dire, il y a des personnes qui sont sur votre plateau, et en particulier le monsieur, il ne doit pas y aller souvent sur les manifs. Moi, j'y vais sur les manifs. Et quand vous avez là-bas qui arrive avec les matraques télescopiques en vous traitant de tous les noms d'oiseaux, alors qu'on n'a encore rien fait, alors que la manifestation, elle n'a pas encore démarré, hein, qui sont là en train de faire monter la pression, c'est inadmissible. Moi, je vais vous dire, avec les flics, ça se passe toujours mal. Avec les gendarmes, ça se passe toujours bien. C'est tout. Le problème, il est là. Les flics, c'est insupportable. Sans arrêt, il y a des provocations. Alors qu'on n'a rien fait, ils veulent que ça dégénère. Oui, c'est tout. Oui, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis, c'est-à-dire qu'il y a des ordres. Et là, c'est vraiment une volonté d'empêcher les gens de manifester, de pourrir les manifestations pour en finir avec cette crise par la violence. Le problème, il est là, c'est-à-dire que c'est une violence d'État qui est organisée, mais par le sommet. Quand vous avez le préfet allemand qui a fait ce qu'il a fait à Bordeaux, on a vu la violence que ça a été, eh bien, il est en train de transposer cette violence à Paris et il est félicité pour ça. C'est-à-dire qu'on est en train de voler le corps préfectoral pour leur demander de faire du sale boulot et qu'eux acceptent. À un moment, il faut aussi que ces serviteurs de la République se réveillent et disent mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alexis, tu poses un problème compliqué. Mais non, c'est un problème simple. Moi, j'entendais une syndicaliste de la police hier dire c'est nous aujourd'hui qui tenons la République et qui la faisons tenir. Ce qui n'est pas faux. Il faut voir aussi les personnels soignants, les profs, que depuis, un paquet de gens qui font sauf qu'aujourd'hui, les profs ne sont pas aujourd'hui les derniers remparts face à des gens qui veulent faire tomber les institutions. Et aujourd'hui, depuis 3 mois, comme le dit Jacques assez justement, il n'y a aucune réponse politique. Le président de la République, qui adore faire de longs discours, mais qui sont des monologues ou des soliloques, a été incapable d'ouvrir un dialogue avec le peuple français et de donner un cap.
et ce qu'on a commencé à voir fuiter la semaine dernière nourrit bien l'idée qu'aujourd'hui, il y a une espèce de panique avec des mesurettes dans tous les sens, et que finalement, la réponse, ça va être de dire, vous vouliez moins d'impôts, en réalité, vous allez travailler plus pour gagner autant qu'avant, voire moins. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté. Et de fait, les policiers ont clairement conscience qu'ils sont les derniers remparts, c'est-à-dire qu'il y a un vide du pouvoir aujourd'hui en France, un vide politique, et qu'en réalité, il y a sortir qu'avec des élections. Mais alors comment on en sort, Jacques Méhard, parce que vous disiez la marge de manœuvre du président est extrêmement faible. Alors il y a plusieurs problèmes. Un, il y a le problème des carcans européens sur les coincés. Là, il faut changer de logiciel économique parce que sinon on peut pas en sortir. Et ce n'est pas simplement en ayant l'œil rivé. Aujourd'hui, les États sont sous la tutelle des marchés. Là, il y a un problème. Ça, depuis Maastricht. Et donc ça, il faut sortir de cette logique-là. Les États doivent reprendre la main en matière monétaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est clair que l'arrogance du président a mis le feu aux poudres de ce côté-là. Et on ne peut en sortir, à mon avis, que par des élections générales. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette voie. Parce que vous avez raison, les policiers, à un moment, vont craquer. Et effectivement, ils protègent quoi ? Ils protègent l'incendie de l'Élysée, si ça continue. C'est aussi simple que ça. Comment on en sort, Sandra Regol ? Moi, je crois on a déjà un peu fait le tour. Il y a une demande de réaction politique. Or, la seule réaction, elle a été sécuritaire. À un moment donné, il y a un dialogue qui ne peut pas s'instaurer. Et surtout, pire que ça monte les uns contre les autres. On le voit bien dans vos auditeurs qui racontent la violence qu'ils ont vécue de part et d'autre. On le voit dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure. À un moment donné, quand on est dans une stratégie de l'escalade des violences, on fait quoi ? On fait ce dont on parlait au début, l'hystérisation des débats. On a des forces de l'ordre qui sont de plus en plus mal. On a des citoyens et des citoyennes qui sont de plus en plus mal. Et on va droit dans le mur. Mais là, ça fait 10 jours qu'on attend que la fumée blanche sorte de l'Élysée. On a un président qui est seul à prendre les décisions. Certes, on est en 5e République, mais à un moment donné, ça devient ridicule quand aucun ministre, aucun député, absolument personne n'est au courant de ce que décide le président. En fait, on est en démocratie. On n'a pas élu une seule personne pour diriger l'ensemble du pays. Si on prend tous les étages. Est-ce que c'est le cas ? En fait, si Nicolas Sarkozy avait fait le quart de ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron, toute la France serait dans la rue. Là, aujourd'hui, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un discours de communication lissée qui nous fait croire que non, la politique, ce n'est pas une histoire d'engagement, mais c'est une histoire de maelstrom. On met tout le monde ensemble pour absolument aucun projet. Et pourquoi il n'y a pas de réponse politique ? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas de projet politique. Il n'a pas de projet travailler davantage. Je suis d'accord. Mais ça s'appelle pas un projet politique. Et de fait, il ne peut pas y avoir de solution. En fait, vu qu'il n'y a pas de vision politique, il ne peut pas y avoir de solution. Alexis Bachet. Bachet, pardon. C'est un autre que j'aime beaucoup, mais il n'est pas là. C'est La République en marche, c'est un robot mixeur, mais sans recette en fait. On met plein de trucs dedans, puis on attend de voir ce que ça sort. Voilà, belle image. Mais ça hache un peu le peuple, ça hache la démocratie. Et la démocratie surtout. Et la valeur du politique. La valeur du politique, c'est que s'il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, etc., c'est qu'il y a des projets politiques différents. Et quand on nie cet engagement, quand on nie ces différences, à ce moment-là, on ne fait plus de politique. On fait du management. C'est pas ajouter un mot. Parce qu'en réalité, le sujet, je pense, d'Emmanuel Macron, mais tout le monde le sait, et j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'il n'explique pas. Il ne fait pas de pédagogie. Il parle tellement de pédagogie qu'il n'en fait jamais. Et en réalité, aujourd'hui, il y a un sujet de fond. Il serait très audible, de toute façon. Je pense qu'il serait plus très audible. Mais il y a un marqueur de fond qui est incontournable aujourd'hui. C'est ou bien on veut, comme je l'entends et comme j'ai commencé à entendre Jacques le dire, ou bien on veut laisser filer les déficits parce que on trouve que c'est trop dur. Voilà. Et à ce moment-là, on admet que d'une façon ou d'une autre, on sort de l'Europe, ou en tout cas de la zone monétaire euro. Ou bien on veut rester dans la zone monétaire euro et on accepte les sacrifices qui vont avec. Ce qu'on n'a pas dit aux Français, c'est qu'on ne pouvait clairement, et on ne l'a pas dit dès 92, on aurait dû à l'époque leur dire, si vous voulez rentrer dans la même zone monétaire que l'Allemagne, avoir la monnaie allemande, il faut pratiquer la même politique que l'Allemagne. Mais vous ne pourrez pas être des cigales avec une monnaie de fourmi. Mais ça va bien au-delà. Et ça, on ne leur a pas dit. Et aujourd'hui, tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de cette ambiguïté. Non. Il y a des méthodes en matière économique dans laquelle on peut, tout en restant dans l'euro, parce qu'on ne va pas parler de ça maintenant. C'est le problème de fond. Attendez, c'est le problème de fond, mais il ne demeure pas moins qu'aucun gouvernement ne prendra une initiative à ce titre. Mais en revanche, c'est peut-être l'euro qui va nous quitter. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un choc systémique et tout saute. Ça, c'est pas impossible. Quand on lit d'ailleurs la presse financière, on s'inquiète. Mais il y a une autre possibilité.
Maastricht a interdit notamment les avances des banques centrales au Trésor. Si on avait fait ça, si on n'avait pas eu cette règle, la France n'aurait pas de dette. Donc c'est ça qu'il faut revenir. Il faut casser ce tabou des avances pour l'investissement. Parce que, comme disait Bergeron, pour qu'il y ait véritablement des solutions, il faut la relance, je dirais, et il faut du grain à moudre. Sauf qu'avec la caution allemande, on emprunte à 0%. Non, ça c'est très mauvais. C'est très mauvais. Quand en 2008, il a fallu renflouer les banques, il n'y avait pas de problème à trouver les valeurs monétaires pour le faire. Et aujourd'hui, non seulement les banques ne rendent pas l'appareil, mais en plus, il n'y a pas que la tous les banque pays centrale. Ce sont les banques centrales. L'impact de la crise de 2008 sur leurs finances publiques, sauf la France, mais non, c'est faux, sauf l'Italie. Mais c'est faux. L'Italie, le Portugal, mais ne dites pas ça. Il n'y a que l'Allemagne qui a des surplus financiers et qui est en violation des traités et les Pays-Bas. commerciaux. Et les Pays-Bas et l'Autriche. Ouais. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas de problème. En réalité, il y a 3 ou 4 États qui sont hors normes et il y a tout le reste qui sont toujours dans la nasse. Allez, on se retrouve dans un instant. Travailler davantage. Et puis Nathalie Loiseau, une erreur de jeunesse, cet engagement dans un syndicat d'extrême droite. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, je vous rappelle, à partir de midi, entre midi et 14h, émission spéciale animée par André Berkoff et Didier Maïsto sur les violences policières. Donc ce sera à partir de midi. Nathalie Loiseau sur une liste d'extrême droite. Une erreur de jeunesse, c'est Mediapart qui a révélé hier que Nathalie Loiseau faisait partie d'un syndicat, l'Union des étudiants de droite, un syndicat étudiant qui est né sur les cendres du GUD, qui était donc très, très connu pour ses positions. Interrogés sur le sujet, ils ont d'abord dit que c'était un faux, que c'était pas vrai, etc. Et puis ensuite, Nathalie Loiseau a elle-même reconnu avoir figuré sur cette liste. Et puis elle a dit oui, à ce moment-là, j'ai été, d'après mes recoupements, parce que pour être tout à fait honnête, j'avais complètement oublié cet épisode, mais je savais pas du tout ce que c'était. On cherchait des femmes, j'ai dit oui, je savais pas ce que c'était. Bon voilà, elle était à Sciences Po, mais elle savait pas ce qu'était le GUD, ni les... Voilà. C'est bien. Est-ce qu'on a raison d'en faire tout ce foin aujourd'hui? Certains réagissent d'ailleurs à propos d'Edwy Plenel en disant lui, ses erreurs de jeunesse, c'est-à-dire avoir soutenu l'assassinat d'athlètes au moment des Jeux Olympiques de Munich, d'athlètes israéliens, ça le dérangeait pas. C'est pas tant ça. Enfin, ça serait pas un souci s'il n'y avait pas un truc de fond qui était un peu nauséabond en ce moment dans les choix de communication et d'action du gouvernement. Je pense notamment à Castaner qui veut criminaliser l'assistance à personne en danger en Méditerranée, qui fait tellement plaisir au Rassemblement national en faisant ça que il se met... Ouais, il y a un anniversaire. Il y a un anniversaire dans le couloir, c'est un peu perturbant. En faisant ça, il fait la joie du Rassemblement national qui dit on va porter plainte contre ces associations qui portent assistance à personnes en danger en Méditerranée. Mais c'est pas le propos de Nathalie Loiseau. Elle avait 20 ans. En fait, elle avait 20 ans, mais les textes sont très clairs, expliquent qu'il faut en gros exterminer la gauche, cette vermine mitterrandienne, etc., etc. En fait, à un moment donné, je sais que la droite a beaucoup de casseroles chez Occident, dans les mouvances d'extrême droite X et Y. Elle s'inscrit donc dans cette tradition à son corps défendant ou pas, peu importe en fait. Ce qui pose problème, c'est que ça fasse écho à quelque chose de beaucoup plus dangereux qui est depuis le discours de Emmanuel Macron face à Bourdin et Plenel, où il explique qu'une personne qui aide, ça va, mais quand elles sont plusieurs, faut punir. À Castaner qui déroule le tapis au Rassemblement national, là on a l'impression vraiment qu'il déroule le tapis. On ne cherche pas des... Non, il y a Tintin qui nous dit il est certain que l'oiseau n'est pas une colombe. Bravo Tintin. C'est joli, on peut en faire plein. Je connais un peu ma chère collègue. Un peu la politique aussi. Je connais un peu ma chère collègue du Quai d'Orsay à ce propos. C'est une femme, mère de famille, qui a beaucoup de difficultés. Je ne vais pas en dire davantage. Et il est clair que on ne peut pas lui reprocher ça. Moi, j'ai beaucoup de choses que je vais lui reprocher sur, je dirais, ce qu'elle veut pour l'Europe. Parce que véritablement, là, c'est un flou artistique et c'est la fuite en avant. Donc là, oui. Mais alors, aller chercher dans les poubelles de l'histoire, comme le fait régulièrement Plenel, là, de ce côté-là, comme le disaient ses anciens collègues du Monde, il a une conception policière de l'histoire. Alors pour moi, l'histoire, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Poulain? En fait, ça montre que ce centre n'existe pas. En fait, cet agrégat de gens de droite, de gens de gauche, d'opportunistes.
Non, mais Alexis. Mais elle est de droite. Non, mais Nathalie Loiseau, elle est de droite très bien, mais comme elle était Gérard Longuet, d'ailleurs, elle dit. Après, sa défense est ridicule. C'est-à-dire qu'elle est ridicule. Comme l'affaire Benalla, ça commence par un mensonge. On va dire, ça va passer, on va mentir. Eh ben non. Eh ben non, c'est un mensonge. Ah bah alors on a peut-être menti. Mais il faut assumer, c'est tout. Eh ben oui, je suis de droite. Et puis alors, bah oui, Loiseau. Elle avait 23 ans. Et ça n'empêche rien. Mais on a le droit. Mais vous, à 23 ans, vous étiez. Moi, j'étais. Vous pensiez pareil? Moi, je faisais de la BD. C'est la fameuse phrase. Non, mais c'est la fameuse phrase de Goethe dans Faust. L'homme se trompe aussi longtemps qu'il vit. Et donc, ça embrasse aussi toutes les femmes. Ah, c'est beau. Vous en pensez quoi, Eric? C'est une boule puante. C'est pas choquant que ce soit porté à la connaissance du public, de là à en tirer des conséquences, des conclusions sur l'engagement politique actuel de Nathalie Loiseau, ça me paraît très cavalier. En revanche, c'est vrai que Nathalie Loiseau, je pense, c'est une mauvaise candidate tête de liste. C'est la personne qui parlait quand même de shopping de l'asile il y a quelques mois. Oui, parce que c'est le terme utilisé aussi par les instances européennes. Il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'elle reprend juste un truc de techno. Mais le shopping de l'asile. On arrive dans le dernier mois de la campagne, les dernières semaines, ça va être extrêmement crade en fait. Ça y est, on va sortir les trucs, on va tout trouver pour essayer de casser les pattes aux oiseaux. Glucksmann a eu sa dose aussi, je crois. On a ressorti son appartenance à différents. Oui, et Glucksmann, ce que j'ai aimé hier, c'était la communication autour d'un sondage où on disait qu'elle était la candidate préférée derrière Benoît Hamon. Moi, j'aurais dit plutôt Benoît Hamon, candidat préféré, mais c'était un peu curieux. C'était un proverbe évangélique qui avait été employé notamment au moment de la guerre d'Irak, que j'avais utilisé contre Pearl, en disant « When you point at somebody », lorsque vous montrez du doigt quelqu'un, vous avez 3 droits qui vous regardent. Eh bien là, il devrait véritablement réfléchir à ça. Parce que, effectivement, comme l'a dit tout à fait Chevènement, j'ai été traité de chevènement de droite, donc je peux vous l'assumez, je l'assume. Voilà. C'est un homme qui connaît l'intérêt national. Vous devriez l'apprendre. Donc, il est clair que de ce côté-là, il faut cesser ce genre d'attaque ad hominem. Ça ne vaut rien. Alors, Gilbert est en ligne avec nous. Gilbert, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, je m'insurgeais un petit peu parce que Madame Loiseau, là, tout le monde, tous les jours, enfin maintenant, c'est sans arrêt qu'on entend parler d'elle en la critiquant là-dessus. Mais enfin, on a quand même eu un président de la République qui a été M. Mitterrand, qui a été beaucoup plus à droite et de manière beaucoup plus grave, gravissime même, que Madame Loiseau, et ça l'a pas empêché d'être élu 2 fois président de la République. J'ai pas entendu des manifestations aussi virulentes et aussi intempestives contre lui. Est-ce qu'on avait peur de lui alors qu'on n'a pas peur de Madame Loiseau, peut-être? Oui, en tout cas, ce sont des... Oui, ce qu'on appelle Loiseau des passera. Ce qui peut retenir elle a du plomb l'attention... dans l'aile, on nous dit aussi. Elle a du plomb dans l'aile. Ce qui peut retenir l'attention, c'est que Nathalie Loiseau fait une campagne pour dénoncer la lèpre nationaliste, l'obscurantisme. Oui, voilà. C'est la voix de son maître, mais on peut penser qu'elle vient quand même de ces rangs-là. Donc, ce qui est plutôt amusant, c'est qu'en tout cas, à une époque, elle s'est montrée moins regardante sur la civilisation contre la barbarie, puisque ceux qu'elle qualifie de barbares aujourd'hui, c'était ses copains de fac. C'est tragique, cette espèce de slogan permanent en Europe en disant « Moi, je vais vous raconter, je suis la vérité, je suis le progressisme », et montrer du doigt tous les autres, c'est une catastrophe en Europe. C'est une catastrophe en Europe, et je peux vous dire, ça casse... Non, mais il n'est pas là, mais les conséquences de l'attitude de Macron en Europe, catastrophique. Mais personne ne le suit. Mais non, il est isolé. Personne ne le suit. Mais comme en France, ça reste encore les Allemands qui sont majoritairement... les Allemands lui ont donné avec AKK une leçon véritablement de réalisme étonnante, de paire de gifles. Alors des grandes lettres, en voiture, des grands discours, et puis on dit non mais attends, c'est pas comme ça, on va t'expliquer. Donc on peut continuer comme ça longtemps. La vraie question de l'Europe, c'est la souveraineté européenne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe forte ou pas? C'est bien l'utopie. Patrick est en ligne avec nous. La réponse, elle est là dans le débat en disant est-ce qu'on peut le faire? Patrick, bonjour. Bonjour sur Radio. Bonjour, on vous écoute. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est plus simple. On s'occupe de Mme Loiseau, mais le plus important, c'est de savoir le président de la République française, quel parti il est. On est bien placé. À votre avis? À votre avis? Moi, je connais une chanson de Dutronc, je tourne ma veste du bon côté. Bon, ben voilà, c'est tout. Après, dites-moi, vous, parce que moi, j'en sais rien. Là, en l'occurrence, il a plus de veste, il est à poil. C'est l'Allemagne à Vermo aujourd'hui. Oui, c'est un peu ça. Ça va. Faut un peu rire quand même, c'est tellement triste ce qui se passe. Il n'y a que l'humour qui sauve.
Et par contre, bon, moi, une politique de droite. Moi et Mme Loiseau, on sait où elle va. Bon, point barre. Dans le mur. Dans le mur. Elle va dans le mur. C'est aussi simple que ça. C'est nous qui va dans le mur. Je suis désolé. Mais ils sont quand même, elle est quand même en tête des intentions de vote aux élections européennes pour l'instant. C'est pas fini. On va attendre le 23 mai. Oui, mais ça, c'est les sondages. Et moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Oui. Bravo. Après, enfin, en général, ils sont assez peu trompés quand même. On a fait une émission sur le sujet hier. Voilà. C'est pas très étonnant. Après, il y a un combat entre les gens issus de la droite et les gens issus de la gauche dans ce gouvernement. On a bien vu l'alliance Le Maire, Philippe et Darmanin et compagnie. Ils sont en train de prendre le leadership. Là, les sorties d'Aurore Berger qui sort ballon d'essai sur ballon d'essai pour voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, fait quand même très action coordonnée. Et oui, clairement, là, on va vers une politique de droite et un affichage pas assumé, mais d'une politique de droite au niveau européen. Droite libérale, certes. D'ailleurs, ils vont siéger dans le groupe de la LDE. La stratégie aujourd'hui d'En Marche, c'est d'essayer de casser le PPE, qui est le parti leader au Parlement européen, pour créer un groupe centriste fort avec la LDE de Guy Verhofstadt. Et ça, c'est la stratégie de Macron. Mais le PPE ne va pas se faire avoir comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera... depuis ses débuts. Est-ce que vous pensez qu'il va revoir sa copie pour jeudi ? C'est-à-dire que... Mais il est obligé. Oui. Il peut pas, ça a fuité. Si j'ai bien entendu Pascal Canfin, il est censé rajouter un peu d'écologie dedans, puisque c'est l'une des remontées principales qui a étonné tout le monde dans le grand débat. C'est la liaison, la conception en tout cas du fait qu'on ne pourra pas s'en sortir dans le système actuel si on n'enclenche pas une transition et que c'est là que de l'emploi pourra être créé. Ce qui a vraiment étonné les gens qui ont dépioté le grand débat. Et donc là, il devrait rajouter, je suis pas sûr que c'est ça qui contente totalement les gilets jaunes sur les fins de mois. Mais pour revenir au travailler plus sans gagner plus, c'est une faute économique et une faute politique. Parce que, bien évidemment, le temps de travail, c'est les 35 heures, c'est effectivement dans l'année, et c'est le moment où on part en retraite. C'est ça, le temps de travail. Mais aujourd'hui, dire... Vous allez travailler, par exemple, le lundi de Pentecôte sans être payé, c'est une faute économique. Parce qu'il faut payer. Parce que cela fait de la valeur ajoutée à la nation et ça rapporte à l'économie. Donc c'est une faute politique parce que les gens sont agacés, mais c'est une faute économique. Économique également, ça n'apporte rien. Et donc je ne comprends pas, parce que bon, la môme Aurore Berger, c'est une blablateuse, mais elle n'y connaît rien. Il faut regarder les choses. Elle est en service commandé. Alors c'est ça, pas une question, vous savez, elle, service commandé, elle est capable de prendre des initiatives et de se tirer une balle dans le pied également. Mais c'est vrai que c'est une faute économique. En tout cas, cette annonce qui est faite de dire il va falloir travailler plus, c'est pas forcément très populaire. Mais si vous ne payez pas, c'est une faute. On a vraiment l'idée de dire, mais attendez, c'est pas la réponse. C'est pas la réponse à la question. Oui, mais c'est ma réponse. C'est 23 semaines. Mais voilà, mais c'est ma réponse. Et ça tombe bien, c'était dans mon programme, dis donc. Non, est-ce que quelqu'un a la preuve que c'est ce qu'il va dire jeudi? Non, c'est ça. Mais non, mais personne ne le sait. Faisons pas trop de prochaine attention. Attendons. Ce sera tellement bon que. En revanche, je pense qu'il a un vrai sujet sur les retraites, parce qu'il a bien compris que la seule façon d'apporter de la liquidité rapidement, c'est de repousser l'âge de la retraite. Voilà. Le problème, c'est que c'est complètement orthogonal par rapport à tout ce qui était conçu sur la réforme. On ne peut pas lancer ce chantier-là en ce moment. Mais non, c'est pas en ce moment. En effet, on se dit... Il faut du grain à moudre. Eh ben, on verra ça jeudi. Petite information, grosse information, le couple Fillon renvoyé en correctionnel. C'est tombé donc ce matin. Les juges ont donc décidé qu'il y aurait un procès pour le couple Fillon, pour Pénélope. Sans commentaire. Un petit commentaire quand même, non? Le commentaire, c'est qu'il nous a foutus dans la colle et puis c'est tout. On va pas aller plus loin. Et que j'ai été profondément déçu, personnellement, de ce qui s'est passé, parce que véritablement un coup pareil. Alors maintenant, il reste été meilleur à savoir, ou pas? Sur un certain nombre de points, oui, vis-à-vis notamment de l'Europe. Mais il n'en demeure pas moins que je voudrais bien qu'un jour on sache qui a balancé le brûlot. Parce que à qui profite le crime? Oui, le mais canard. Ce qui serait mieux, c'est de moraliser un peu les pratiques politiques. La question, c'est pas qui l'a balancé. Il suffit pas d'en parler pour qu'elle existe. Allez, merci à tous les quatre. À suivre donc une émission spéciale sur la liberté de la presse. Peut-on informer aujourd'hui correctement en France avec ce qui s'est passé ce week-end? Édition spéciale animée par André Berkoff avec Didier Maistot et Alexis Poulain qui va rester pendant ces 2 heures également. C'est bien, non? Allez, à demain.